Elle est là, la sphère ronde. Elle ne se trouve pas au point le plus septentrional du continent européen, ni au point le plus septentrional de l'île la plus septentrionale d'Europe. Pourtant, tout le monde veut y aller. Aussi bien les caravaniers allemands que les croisés britanniques et les Easy Riders italiens. Je suis également cet appel, car c'est ici que commence l'Eurovélo 1, la véloroute de la côte atlantique qui traverse l'Europe. Il va du Cap Nord à Sagres, au sud du Portugal, traverse 9 pays et est long de 11 000 km. Pour m'y rendre, j'ai choisi de commencer par un vol vers Kirkenes. Cette localité de l'extrême Finnmark est située tout près de la frontière russe. Elle est historiquement très intéressante, même si tous les bâtiments sont fonctionnels et datent de l'après-guerre. Lorsque mon père m'a accompagné en Norvège à l'âge de 14 ans, il m'a prévenu que les Norvégiens avaient des réticences à l'égard des Allemands. Même si je n'en ai jamais fait l'expérience, ici, à Kirkenes, on apprend qu'ils avaient toutes les raisons de l'être. Kirkenes a été bombardé 385 fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, les Andersgrottar ont servi de bunker de protection à la population. Wertvoll macht und der hat den genau 50 Jahre nachdem Björnevatn und Kirkenes befreit wurden, unterzeichnet. Da war er hier. Die beiden Städte wurden am 25. Oktober 1944 befreit. Und die Unterschrift, die ist eine späte Anerkennung für diejenigen, die während dem Zweiten Weltkrieg als Partisanen hier im Einsatz waren. Aujourd'hui, Kirkenes, qui se trouve dans la zone de transition entre la taïga et la toundra, est le terminal nord hors de prix de la compagnie Hurtigruten. Il y a même une légère influence russe dans le village. Aujourd'hui, la frontière est en grande partie fermée, alors que la migration à vélo était possible depuis un certain temps. Le navire Hurtigruten qui m'emmène à l'île du Cap Nord est le King Harald. Il est grand et très confortable, et le fait que je ne voyage pas en classe cabine n'a aucune importance. En route vers l'île du Cap Nord, le navire remonte le Varangerfjord et s'arrête ensuite dans 5 petits ports isolés. La rencontre avec un navire Hurtigruten en approche est fêtée comme il se doit. À la lumière du soleil de minuit, nous passons la péninsule de Norkin. Son extrémité nord est le point continental le plus septentrional de l'Europe continentale. Le lendemain, à 6 h du matin, nous atteignons Honningsvåg. C'est l'embarcadère qui permet d'atteindre le Cap Nord. Le vent s'est nettement rafraîchi pendant la nuit, mais j'enfourche mon vélo et me dirige vers le Cap Nord. 30 km ne sont qu'un jet de pierre. Alors que je monte en serpentin vers le plateau, la tempête devient très forte et manque de m'envoyer dans une caravane. Je n'ai pas d'autre choix que de faire demi-tour.
Je loge au Nord Cap Camping et après avoir perdu de justesse ma tente, je loue une cabane. Le lendemain matin, en compagnie d'un autre cycliste allemand, lui aussi rentré à cause de la tempête, je fais une deuxième tentative pour atteindre le Cap Nord. Le temps est magnifique. Soleil, ciel bleu et petite brise. C'est un plaisir rare pour mon compagnon de route qui est venu de l'extrême sud de la Norvège et a souvent pédalé sous une pluie battante. Après avoir atteint le plateau, il reste encore 20 km à parcourir jusqu'au Cap Nord. Même s'il ne s'agit pas du point le plus septentrional de la péninsule du Cap Nord, qui se trouve 3 km plus à l'ouest sur la falaise rocheuse Knivskjellodden, il est visité par 260 000 personnes par an. Le droit d'entrée de 30 € ne s'applique pas aux cyclistes de longue distance, ce qui met en valeur, Anzi, la vue sur le modèle de la sphère mondiale et la mer de Norvège. Les mots du prêtre italien Francesco Negro de Ravenne, l'un des précurseurs du tourisme au Cap Nord, me reviennent à l'esprit. Il a voyagé de Ravenne au Cap Nord en 664 et a écrit dans son journal « Voici le Cap Nord, le point le plus éloigné du Finnmark. Je pourrais même dire que c'est la fin du monde entier, car aucun point plus au nord n'est habité par des gens. Ma soif de connaissance est maintenant assouvie et je vais retourner au Danemark, et si Dieu le veut, sur ma terre natale. » Après avoir conquis à deux le Cap Nord à vélo, nous sommes partis le lendemain à la découverte des profondeurs de la Terre. Pour atteindre le continent norvégien, nous avons dû traverser 2 tunnels. Le premier est le Honningsvåg tunnel, long de 4440 mètres. Le second est le North Cape tunnel, long de près de 7 km. Ce tunnel sous-marin descend avec 10% jusqu'à une profondeur de plus de 200 mètres et la remontée de 3 km pour en sortir n'est pas une mince affaire. Dans le tunnel, il fait froid, il y a du vent et c'est très bruyant. Mais le tunnel est très bien éclairé et si nécessaire, on peut pousser le vélo sur une bande latérale. Le tunnel n'est définitivement pas une sorte de limbe comme il est parfois décrit dans les récits de voyage. Après avoir traversé le tunnel du Cap Nord, nous suivons la route 69 vers le sud. Elle longe la rive ouest du port Sangerfjord. Avec une longueur de 123 km, c'est le plus long fjord du nord de la Norvège et le 4e de Norvège. Le paysage est rude et subarctique, le temps est couvert et frais. Dans ce paysage aride, il n'y a pratiquement pas de village ou de lieu de repos, il est vide, à l'exception des touristes, des mouettes et des rennes. Bien que le soleil d'hier nous manque, le temps nous offre un bonus spécial, un vent arrière très fort. Combiné à la bonne route et aux quelques pentes, il transforme nos vélos en vélos électriques et nous progressons très bien. Nous décidons donc de nous rendre à Olderfjord. Il s'agit de 110 km, mais avec le vent de dos, ce n'est vraiment pas un problème.
vers 19 h, nous atteignons Olderfjord. Là, nous logeons dans une cabane en bois du camping Russen et préparons une grande marmite de nouilles pour le dîner. Le lendemain matin, je quitte mon compagnon de route à vélo et continue vers Hammerfest. La route se dirige vers l'ouest et monte dans le Finnmarksvidda, ce qui signifie que je dois franchir 250 mètres d'altitude. Là-haut, la route est encore plus rude et plus solitaire que sur la route côtière. Cependant, je ne suis pas le seul touriste à voyager ici. Je croise même une dame avec un scooter à pédales. Après une trentaine de kilomètres, j'arrive à Skydi, où je prends un deuxième petit déjeuner. Je suis de retour dans le pays des fjords, mais sur la côte ouest de la Norvège. La route longe le Reparfjord jusqu'à Kvalsund. C'est là que je traverse le pont suspendu le plus septentrional du monde. Il s'étend sur 750 mètres et mène à l'île de Kvalø, où se trouve Hammerfest. Sur 30 km, la route longe la côte. Le paysage est impressionnant et les petites routes secondaires qui contournent les tunnels, bloqués pour la circulation des vélos, sont particulièrement agréables pour les cyclistes. En fin d'après-midi, j'arrive à Hammerfest, la ville la plus septentrionale du monde. Si l'on s'en tient à la géographie urbaine, c'est plus que douteux. Mais, quoi qu'il en soit, cela sonne bien. L'animal héraldique de Hammerfest est l'ours polaire, qui se promène en statue devant le panorama de la ville. À Hammerfest, j'assiste à la messe du samedi soir à Saint-Michel, l'église catholique la plus septentrionale du monde. Des jeunes Allemandes ont construite dans le cadre de l'action Sunnetation. Je visite ensuite la cathédrale luthérienne, qui est l'emblème de Hammerfest. Elle a été reconstruite après 1945, car la Wehrmacht avait complètement détruit Hammerfest. Je me rends ensuite à la péninsule de Fuglenes. On y trouve les vestiges d'un fort vieux de 200 ans et la colonne méridienne se dresse dans la lumière du soleil de minuit. De Hammerfest, j'ai pris l'autre jour le bateau Hurtigruten pour les Vesteralen. Aussi impressionnant que puisse être le paysage subarctique, les 250 km que j'ai parcourus me suffisent. Je n'ai pas besoin de l'expérience de 600 km supplémentaires. Le bateau arrive à Tromsø à minuit. Avec 60 000 habitants, Tromsø est la plus grande ville du nord de la Norvège et est considérée comme la plus belle.
Lors d'une visite de la ville à minuit, je découvre le port et le centre-ville avec l'ancienne cathédrale, entièrement construite en bois. Le lendemain matin, le bateau atteint les Westeralen. Cet archipel est situé au nord-est des Lofoten. Mon objectif est Stokmarknes sur Hadsel, l'île la plus méridionale des Westeralen. Stokmarknes est le berceau de l'Hurtigruten, où le capitaine Wirth a fondé la Westeralen Dampskibsselskap, qui, à partir de 1891, a assuré la liaison Trondheim-Hammerfest par tous les temps. C'est à Stokmarknes que se trouve le musée Hurtigruten, que je visite le lendemain. L'attraction principale est le Finnmark, un ancien navire Hurtigruten des années 60 qui fait partie du musée. And made Norway famous as the land of the midnight sun. It is not without reason that the service was called the most beautiful voyage in the world. Après la visite du musée, je me rends à Melbu, au sud de l'île. C'est de là que part le ferry pour les Lofoten. En chemin, je visite l'église de Hadsel, un bâtiment octogonal en bois du 19e siècle. Malheureusement, elle est fermée à clé. Dommage, j'aurais aimé voir l'hôtel datant de 520. Le port de Melbu est un tout petit village, mais je peux acheter quelque chose à manger en attendant le ferry. Le temps est magnifique, mais avec seulement 15 degrés, il fait un peu frais. La traversée vers Fiskebål, dans les îles Lofoten, ne dure qu'une demi-heure. Vagan, l'île la plus septentrionale des Lofoten, se présente comme dans une vidéo publicitaire pour le tourisme norvégien. Je ne prends pas la route principale, mais je pédale vers l'ouest en suivant une petite route secondaire. C'est dans cette direction que se trouve le camping de Sandsletta, ma destination. Je passe devant de belles plages de sable et le plus grand paysage de dunes des Lofoten. Je suis la véloroute nationale norvégienne numéro 1 qui, la plupart du temps, est identique à l'Eurovélo 1. La véloroute nationale est souvent indiquée dans les îles Lofoten, bien qu'il s'agisse rarement d'une piste cyclable distincte. La désignation Eurovélo 1 n'apparaît nulle part. Les Norvégiens craignent-ils une violation des droits d'auteur ? Compte tenu de la contribution norvégienne à l'UE, cette idée semble absurde. Quoi qu'il en soit, il aurait été agréable de voir au moins une fois le panneau Eurovélo 1. Depuis le camping de Sandsletta, je me rends le lendemain à Svolvær. Il ne s'agit que de 30 km, mais j'ai prévu de faire une excursion en bateau jusqu'au Trollfjord dans l'après-midi. Ce fjord extrêmement étroit n'est accessible que par bateau.
Avant de partir en bateau, je visite l'église de Vagan, entre Solvair et Kabelvåg, également connue sous le nom de cathédrale des Lofoten. Le Trollfjord se trouve à environ 30 km de Svolvær, près du Rafsund. Comme il s'agit de l'une des principales attractions touristiques des îles Lofoten, il est visité chaque jour par plusieurs bateaux d'excursion. En été, même les grands bateaux de la Hurtigruten entrent dans le fjord. L'entrée du fjord de Troll n'est large que de 100 mètres et, à son point le plus large, elle mesure 800 mètres. Les montagnes qui bordent le fjord s'élèvent, en partie presque à la verticale, à plus de 1000 mètres d'altitude. À la fin du 19e siècle, la bataille dite du Trollfjord s'est déroulée ici. Il s'agissait d'un conflit amer entre les simples pêcheurs des Lofoten et l'un des grands armateurs de bateaux à vapeur. Les pêcheurs ont obtenu le libre accès aux bancs de poissons du Trollfjord et ce privilège a été confirmé plus tard par le Parlement norvégien. Depuis Vagan, je commence à faire le tour des îles jusqu'à l'extrémité sud de l'archipel des Lofoten. Dans la plupart des cas, il existe des ponts de liaison, mais une fois de plus, je dois traverser un long tunnel sous-marin. Je roule d'abord jusqu'au nord-ouest. Dans la plupart des cas, il existe des ponts de liaison, mais une fois de plus, je dois traverser un long tunnel sous-marin. Je roule d'abord jusqu'au nord-ouest de Vagan, où je traverse un pont pour rejoindre l'île de Gimsøya. Je longe sa côte nord et je traverse un autre pont pour rejoindre Vestvågøya. Comme j'ai commencé tôt, les rues sont assez vides. De plus, je voyage déjà pendant la période hors saison qui commence en Norvège le 15 août. Pour visiter le musée viking de Båstad, je traverse Vestvågøy du nord-ouest au sud-est. Le musée comprend une vaste zone dont la principale attraction est la réplique d'une longue maison. Il y a environ 800 ans, c'était le siège du chef viking local. Lors de fouilles, il a été prouvé que le bâtiment original mesurait environ 80 mètres de long. Aujourd'hui, on peut voir des expositions d'objets et des démonstrations de techniques traditionnelles comme le tissage de ceintures dans les dortoirs reconstruits. L'espace extérieur présente non seulement des bateaux vikings, mais aussi du bétail de l'époque. Depuis Vestvågøy, j'emprunte le tunnel sous-marin de Nappstraumen pour atteindre l'île de Flakstad. Le tunnel fait 1780 mètres de long et la pente est raide. Je suis content d'en sortir. À l'ouest de Flakstad, je passe la nuit dans un camping sur la côte. Il fait très beau, mais il y a des rafales de vent qui tirent sur ma tente pendant la moitié de la nuit.
Tôt le lendemain matin, je roule vers le sud sur la E10. Je passe devant les belles plages de sable de Flakstad. Enfin, je traverse le Kakerensund à l'aide de 2 petits ponts. Je suis maintenant sur Moskenes, la grande île la plus au sud de l'archipel des Lofoten. Elle possède les pics montagneux les plus escarpés et les fjords les plus profonds. La E10 longe la côte sud-est en une étroite bande jusqu'à A, l'endroit au nom le plus court du monde. C'est là que toutes les rues se terminent. Les tunnels, assez fréquents, sont particulièrement pittoresques pour les cyclistes. Non pas parce qu'ils risqueraient d'être poussés par une caravane jusqu'au mur, mais parce que la plupart d'entre eux sont interdits aux cyclistes. Il y a de beaux chemins de traverse qui longent directement la côte et sont revêtus. Ils offrent d'excellents points de vue sur le paysage côtier. Et le plaisir est bien sûr accru par le fait de savoir que ces vues sont interdites aux voyageurs motorisés. En début d'après-midi, j'arrive à Rennes, l'endroit le plus spectaculaire de Moskenes. Entouré de pics montagneux entre la mer et le fjord, ce village de pêcheurs de 600 habitants est devenu un point de repère touristique de l'archipel des Lofoten. De là, il reste encore 10 km jusqu'à A, où les routes se terminent et où l'on ne peut continuer qu'à pied ou en VTT. Après avoir regardé cet endroit qui est encore très touristique, même en arrière-saison, je reviens et je plante ma tente au camping près de Moskenes. Il fait beau. 4 jours sur les îles Lofoten sans une seule goutte de pluie. C'est certainement un record. Reste à savoir si ma prochaine étape, la route côtière à travers le Helgeland, s'en approchera.